Il croyait vivre simplement une nuit ordinaire, mais en se couchant par erreur avec la jeune domestique vierge, il ouvrit les portes à un destin plein de secrets et de conséquences inattendues. Le soleil pointait à peine à l'horizon lorsque Marie descendit du bus à la station La Défense, au cœur de Neuilly-sur-Seine. C'était son premier matin de travail dans la demeure des Durand, et ses yeux parcouraient les rues bordées d'arbres où chaque maison ressemblait à un petit palais. Le contraste avec la Courneuve, où elle habitait, ne pouvait être plus grand. Là-bas, les maisons se serraient les unes contre les autres. Les rues étaient parfois en terre battue, et le bruit des vieilles voitures se mêlait aux cris des enfants jouant dans la rue. Ici, le silence était presque assourdissant, rompu seulement par le ronronnement doux des voitures importées et le bruissement des feuilles des arbres centenaires. À 23 ans, Marie portait sur ses épaules une responsabilité qui aurait dû être partagée par une famille entière. Depuis ses 17 ans, quand son père avait disparu sans laisser de traces, elle était devenue le soutien de la maison. Sa mère, Madame Claire, souffrait de diabète et d'hypertension, des conditions qui s'étaient aggravées après l'abandon de son mari. Les médicaments coûteux, les consultations médicales et le régime spécial consommaient la majeure partie du revenu familial. Il y avait encore Lucas, 12 ans, et Sophie, 8 ans à peine, qui dépendaient d'elle pour tout, matériel, scolaire, vêtements, nourriture sur la table. Pendant des années, Marie avait travaillé dans des maisons plus modestes, toujours en banlieue, gagnant peu et affrontant des patrons qui la traitaient tantôt avec indifférence, tantôt avec un mépris mal dissimulé. Mais l'opportunité dans la maison des Durand était différente. Le salaire offert était presque le double de ce qu'elle avait pu obtenir jusqu'alors, suffisant pour enfin donner un peu de confort à sa famille, et peut-être même réaliser le rêve de reprendre ses études. La demeure s'élevait imposante sur l'avenue Foch, une construction de 3 étages de style néoclassique qui occupait un pâté de maisons entier. De hauts portails en fer forgé protégeaient des jardins méticuleusement entretenus, où des roses blanches et rouges alternaient dans des parterres parfaits. Marie respira profondément, ajusta son sac sur son épaule et sonna à la porte. Une caméra discrète la cadra pendant quelques secondes avant que le portail ne s'ouvre automatiquement. Madame Madeleine, la gouvernante, l'attendait à l'entrée de service. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants, attachés en un chignon impeccable, vêtue d'un uniforme bleu marine parfaitement repassé. Ses yeux étaient bienveillants, mais sa posture révélait des décennies d'expérience dans les maisons de la haute société. « Vous devez être Marie, » dit-elle tendant la main. « Je suis Madeleine. Je m'occupe de l'organisation de la maison. Depuis plus de 20 ans. Venez, je vais vous montrer comment les choses fonctionnent ici. » Pendant qu'elle marchait dans les couloirs, Madeleine expliquait les règles de la maison avec la précision d'un manuel. La famille a des routines très spécifiques. Monsieur Philippe se réveille toujours à 6 heures du matin, prend un café noir sans sucre, lit les journaux dans la bibliothèque. Il n'aime pas être interrompu avant 8 heures. Madame Sylvie arrive vers 10 heures. Elle ne vit pas ici, mais elle administre pratiquement tout ce qui concerne les affaires de la famille. C'est une personne très particulière sur la façon dont les choses doivent être faites. Le ton de Madeleine en mentionnant Sylvie portait un sous-texte que Marie capta immédiatement. Il y avait de la prudence là-dedans, peut-être même un avertissement. Silencieux. « Madame Sylvie est parente de Monsieur Philippe ?» demanda Marie, essayant de comprendre la dynamique de la maison. « Pas exactement. C'est une avocate, conseillère. Elle s'occupe des investissements de la famille. Disons qu'elle a beaucoup d'influence sur les décisions qui sont prises ici. » Madeleine s'arrêta devant une porte en acajou. « Voici la bibliothèque. Monsieur Philippe y passe la plupart de son temps quand il est à la maison. » À travers le verre dépoli de la porte, Marie put voir la silhouette d'un homme assis derrière un immense bureau. Même sans pouvoir distinguer ses traits, il y avait quelque chose d'imposant dans cette figure. Philippe Durand, 52 ans, veuf depuis 8 ans, propriétaire de l'un des plus grands groupes d'entreprises du pays. Dans les magazines d'affaires, il apparaissait toujours sérieux, presque renfrogné, portant des costumes sur mesure qui coûtaient plus que ce que Marie gagnait en un an. Il semble intimidant, murmura Marie, plus pour elle-même. Monsieur Philippe n'est pas de mauvaise humeur, expliqua Madeleine, baissant la voix. C'est juste que, après avoir perdu son épouse, il s'est beaucoup replié sur lui-même. Avant, la maison était pleine de vie, de rire.
Madame Élise adorait recevoir, organiser des dîners, des fêtes. Quand elle est morte dans cet accident terrible, tout a changé. Il est devenu une autre personne. Elles continuèrent la visite de la maison. Les pièces étaient vastes, décorées avec des meubles anciens et des œuvres d'art que Marie savait valoir des fortunes. Chaque détail respirait le luxe, mais aussi la froideur. C'était comme si la maison était un musée où des gens vivaient, mais n'habitaient pas nécessairement. Votre fonction sera de vous occuper principalement des étages sociaux, continua Madeleine. Nettoyage, organisation, service quand il y a des visites. Les mardis et jeudis, quand M. Philippe reçoit des associés ici à la maison, vous aiderez à servir le dîner. Ce sont des occasions importantes, alors tout doit être parfait. Elles furent interrompues par le bruit de talons hauts résonnant dans le couloir de marbre. Une femme s'approchait et Marie sut immédiatement que c'était Sylvie. Elle avait une quarantaine d'années, des cheveux blonds parfaitement brossés, un tailleur blanc qui coûtait probablement plus que 3 mois de loyer de la maison de Marie. Ses yeux étaient d'un bleu glacial, et le sourire qu'elle esquissa n'arriva même pas à les réchauffer. « Alors vous êtes la nouvelle employée, » dit-elle, s'arrêtant devant Marie et l'examinant de haut en bas comme on évalue un produit. « Oh, marché, Madeleine m'a parlé de vous. Vous venez de La Courneuve, n'est-ce pas ?» La façon dont elle prononça le nom du quartier le fit sonner comme une maladie contagieuse. Marie sentit son visage s'échauffer, mais maintint sa posture droite. « Oui, madame. Eh bien, j'espère que vous comprenez que cette maison a un standard très élevé. Ce n'est pas n'importe qui peut s'adapter à notre niveau d'exigence. » Sylvie marcha autour de Marie comme un prédateur étudiant sa proie. « Avez-vous déjà travaillé dans des maisons de famille auparavant ?»« Oui, madame. J'ai des références. » Sylvie prit un dossier des mains d'un assistant qui apparut silencieusement à ses côtés. « Je vois ici que vous avez une famille. Mère malade, jeunes frères et sœurs. Ça doit être difficile de subvenir aux besoins de tant de personnes avec un salaire de domestique. » L'observation sonnait comme une provocation. Marie comprit que Sylvie testait sa réaction, cherchant des signes de faiblesse ou de désespoir qu'elle pourrait utiliser à son avantage plus tard. « Ma famille est ma motivation pour travailler dur et avec honnêteté, madame. » Sylvie arqua un sourcil, ne s'attendant clairement pas à une réponse aussi articulée. « Comme c'est intéressant. Madeleine, assurez-vous qu'elle comprenne toutes les règles, particulièrement concernant la discrétion. » Ses yeux se fixèrent sur ceux de Marie. « Dans cette maison, les gens savent exactement quelle est leur place, et j'espère que vous aussi vous savez quelle est la vôtre. » La menace était claire. Marie acquiesça, mais ne baissa pas les yeux. Sylvie parut légèrement irritée par ce manque de soumission complète, mais ne dit rien de plus. Elle se retourna et sortit en faisant claquer ses talons avec une force inutile sur le sol de marbre. « Ne vous inquiétez pas pour elle, » chuchota Madeleine quand elles furent seules. « Sylvie est comme ça avec toutes les nouvelles employées. C'est comme si c'était son territoire, vous comprenez ? Mais si vous faites correctement votre travail et ne donnez pas de raison de vous plaindre, tout ira bien. » Marie passa le reste de la matinée à connaître les autres employés. Il y avait Charles, le chauffeur et agent de sécurité, un homme noir d'une 60aine d'années, aux yeux gentils et au sourire facile. Jeanne, la cuisinière, une dame rondelette et sympathique qui offrit immédiatement un café et un pain qu'au sucre, et Antoine, le jardinier qui s'occupait des jardins extérieurs et de la piscine. « Sylvie, c'est du dur, » murmura Jeanne en préparant le déjeuner. « J'ai déjà vu des personnes bien partir d'ici juste parce qu'elles n'aimaient pas leur tête, mais vous semblez intelligente, vous vous en sortirez bien. » Il était presque midi quand Marie vit enfin Philippe Durand en personne. Elle organisait la bibliothèque, retirant quelques livres des étagères pour les nettoyer, quand elle entendit des pas fermes s'approcher. Elle se retourna et se retrouva face à face avec l'homme qui, jusqu'alors, n'avait été qu'une silhouette distante. Il était grand, plus d'1,80 m, les épaules larges qui remplissaient bien le costume gris foncé. Cheveux, foncés avec des fils gris aux tempes, yeux marrons profonds, qui semblaient porter le poids du monde. Il y avait des rides d'expression autour des yeux, mais aussi une tension constante dans la mâchoire qui suggérait des années de préoccupation, non résolues. C'était indiscutablement un bel homme, mais il y avait une froideur en lui qui était presque palpable.
Vous devez être la nouvelle employée, dit-il, avec une voix grave et contrôlée. Ce n'était pas brusque, mais cela ne démontrait pas non plus une quelconque chaleur humaine. Oui, monsieur. Marie. Il acquiesça brièvement et marcha jusqu'à son bureau, commençant à organiser quelques papiers. Marie retourna à son travail, mais pouvait sentir qu'il l'observait discrètement. Ce n'était pas un regard lascif ou invasif. C'était plus comme s'il essayait de la déchiffrer, de comprendre quel genre de personne elle était. Madeleine m'a dit que vous venez de l'Est de Paris, commenta-t-il, sans quitter des yeux les documents. Oui, monsieur, la Courneuve. Philippe arrêta ce qu'il faisait et la regarda directement. C'est loin d'ici. 2 heures de transport en commun, monsieur. 2 heures, répéta-t-il comme si l'information était surprenante pour lui. Et vous faites ce trajet tous les jours? Oui, monsieur. Il resta silencieux un moment, traitant l'information. Marie soupçonnait qu'il n'avait jamais vraiment pensé à la réalité de ses employés, aux difficultés qu'ils affrontaient pour arriver jusqu'ici tous les jours. « Pourquoi avez-vous accepté de travailler ici ?» demanda-t-il soudainement. La question l'a pris par surprise. Les patrons ne posaient généralement pas de questions personnelles aux employés. « J'ai besoin de ce travail, monsieur. J'ai une famille à nourrir. » Madeleine a mentionné que « Votre mère est malade. Diabète et hypertension. Les médicaments sont chers. » Philippe acquiesça lentement. Il y avait quelque chose dans son expression qui avait changé, une ombre de compréhension ou peut-être simplement de la curiosité. « Et vous avez d'autres frères et sœurs ?»« 2. Lucas a 12 ans, Sophie a 8 ans. »« Votre père ?» Marie hésita. C'était une question délicate, mais elle répondit avec honnêteté. « Il est parti quand j'avais 17 ans. Il n'est jamais revenu. » Le silence qui suivit était chargé de signification. Philippe l'observait avec une intensité nouvelle, comme si soudainement elle était devenue plus réelle pour lui, plus humaine. « Je suis désolé, dit-il, et pour la première fois sa voix portait quelque chose au-delà de la politesse formelle. « Merci, monsieur. » Il revint à ses papiers, mais l'atmosphère dans la pièce avait changé. Ce n'était pas exactement chaleureuse, mais ce n'était plus complètement froide non plus. Marie finit de nettoyer les étagères et s'apprêtait à sortir quand Philippe l'appela. « Marie. »« Oui, monsieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quel problème avec le transport, les horaires, ou si quelqu'un vous traite avec irrespect, vous pouvez me parler directement. » L'offre la surprit. Il n'était pas courant que les patrons fassent ce genre d'invitation pour une communication directe. « Merci, monsieur. Je m'en souviendrai. » Durant le reste de l'après-midi, Marie accomplit ses tâches avec une efficacité silencieuse. Elle nettoya les salons sociaux, organisa la vitrine de cristal, aida Jeanne dans la cuisine. Mais son esprit était partagé entre le travail et les 2 conversations qu'elle avait eues. La menace voilée de Sylvie et l'interaction étonnamment humaine avec Philippe. Vers 5 heures de l'après-midi, Sylvie revint à la maison, accompagnée de 2 hommes en costume. D'après les fragments de conversation que Marie put entendre, c'étaient des associés d'une affaire importante. Ils se dirigèrent vers la bibliothèque où Philippe les attendait. « Marie, » appela Madeleine, « j'ai besoin que vous serviez du café pour eux. Utilisez le service en porcelaine française, celui avec les fleurs bleues. Et rappelez-vous, entrez, servez et sortez. Ne restez pas à écouter la conversation. » Le service de porcelaine était une œuvre d'art en soi. Chaque tasse devait coûter plus que ce que Marie gagnait en une semaine. Elle prépara tout avec un soin extrême, vérifia 2 fois que tout était parfait et frappa discrètement à la porte de la bibliothèque. « Entrez, » dit la voix de Philippe. Marie entra en poussant le chariot à thé. Philippe était assis derrière son bureau, Sylvie dans un fauteuil en cuir à côté et les 2 hommes dans des fauteuils face au bureau. La conversation portait sur l'acquisition de terrain pour un nouveau projet immobilier. « Ah, très bien, » dit Sylvie quand elle vit Marie. Le café est enfin arrivé. Il y avait une froideur étudiée dans sa voix, comme si Marie était un objet et non une personne. Marie commença à servir, en commençant par Philippe, puis les invités. Quand vint le tour de Sylvie, la femme tint la tasse et l'examina à « la lumière ». « murmura-t-elle. « Il y a une petite tache ici. » Elle désigna un point inexistant sur la porcelaine. « Vous ne l'avez pas vu quand vous prépariez ?» Marie regarda la tasse, elle était impeccable. « Pardonnez-moi, madame, je peux la changer pour une autre. » «
Non, non, puisque vous n'avez pas fait attention la première fois, vous pouvez la laisser. Comme ça. Sylvie sourit, mais c'était un sourire cruel. Faites simplement plus attention la prochaine fois. Les détails font la différence. Philippe fronça les sourcils, clairement gêné par la situation. L'un des invités sembla également mal à l'aise face à cette humiliation inutile. « Sylvie, » dit Philippe, avec un ton d'avertissement subtil, « la porcelaine est parfaite. » Bien sûr, dit Sylvie, mais son sourire ne disparut pas. « C'est que j'ai l'œil très aiguisé pour ces choses. Ça vient de l'expérience de traiter avec ce qui se fait de mieux. » Marie finit de servir et se retira, mais pouvait sentir les yeux de Philippe la suivant jusqu'à ce qu'elle sorte de la pièce. Dans le couloir, elle respira profondément, essayant de contrôler la colère et l'humiliation. Sylvie avait clairement indiqué qu'elle ferait de sa vie un enfer, et Marie comprit qu'elle devrait trouver la force de résister si elle voulait garder son emploi. Le reste de la journée se déroula sans incident. À 6 heures du soir, Marie dit au revoir à Madeleine et commença son voyage de retour à la maison. Dans le bus bondé, debout, se tenant fermement à la barre, tandis que le véhicule se balançait dans les rues de Paris, elle réfléchit à sa première journée. La maison des Durand était un monde à part, régi par des règles complexes et des hiérarchies invisibles. Sylvie était clairement un obstacle qu'elle devrait affronter avec intelligence et patience. Mais Philippe était une surprise. Sous la froideur professionnelle, elle avait entrevu quelque chose de plus. Une solitude profonde peut-être, une douleur non résolue, et pendant un moment, une humanité authentique qui s'était manifestée quand il avait posé des questions sur sa famille. Quand elle arriva enfin chez elle, il était presque 9 heures du soir. La petite maison de 2 pièces était éclairée par la vieille télévision qui fonctionnait avec un coup bien placé sur le côté droit. Lucas faisait ses devoirs à la table de la cuisine, Sophie jouait avec une poupée en chiffon par terre, et Madame Claire était assise dans son fauteuil, préféré tricotant. « Comment ça s'est passé, ma fille ?» demanda Madame Claire quand Marie entra. « Différemment, » répondit Marie, embrassant le front de sa mère. « Très différemment. » Elle raconta la maison, Madeleine et les autres employés, la routine. Elle ne mentionna pas Sylvie ni l'humiliation du café. Elle ne voulait pas inquiéter sa mère. Et elle ne mentionna pas Philippe et l'étrange sensation qu'il y avait quelque chose de plus derrière sa façade froide. « Tu vas y arriver, Marie, » dit Lucas, levant les yeux de ses cahiers. « Tu y arrives toujours. »« Oui, grande sœur, » compléta Sophie, abandonnant sa poupée pour embrasser les jambes de Marie. « Tu es la plus forte du monde. » Cette nuit-là, allongée sur le matelas qu'elle partageait avec Sophie dans l'unique chambre de la maison, Marie resta éveillée pendant longtemps. Elle pensait à la demeure de Neuilly-sur-Seine, si différente de cet environnement plein d'amour et de simplicité où elle vivait. Elle pensait à Sylvie et aux batailles qu'elle devrait mener pour maintenir sa place. Et, contre sa volonté, elle pensait à Philippe et au moment où leurs yeux s'étaient rencontrés dans la bibliothèque. Il y avait quelque chose chez cet homme qui l'intriguait. Ce n'était pas de l'attirance, du moins pas encore. C'était plus comme une reconnaissance, comme si, pendant un instant, 2 mondes complètement différents s'étaient touchés et avaient découvert que, au fond, ils étaient habités par des personnes qui portèrent leurs propres douleurs et espoirs. Ce n'était que le premier jour, mais Marie savait déjà que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Et tandis que le bruit de la ville cédait peu à peu au silence de l'aube, elle s'endormit avec l'étrange sensation que son destin s'était entrelacé avec celui de ceux qui vivaient de l'autre côté de la ville, dans un monde qu'elle commençait à peine à connaître. Dans la demeure de Neuilly-sur-Seine, Philippe était également éveillé, assis dans son fauteuil en cuir dans la bibliothèque, un verre de whisky à moitié vide dans les mains. Il pensait à la jeune femme qui était entrée dans sa maison ce jour-là. Il y avait quelque chose en elle qui l'avait touché d'une façon qu'il ne pouvait pas expliquer. Peut-être était-ce la dignité avec laquelle elle avait affronté la grossièreté de Sylvie. Peut-être était-ce la manière directe dont elle avait répondu à ses questions, sans se faire passer pour une victime, mais aussi sans cacher sa réalité. Ou peut-être était-ce simplement le fait que, pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait regardé non pas comme Philippe Durand, l'homme d'affaires accompli, mais comme un homme qui portait ses propres blessures. Et c'était à la fois réconfortant et effrayant. Dehors, Paris.
continuait à pulser sa vie nocturne, indifférente aux deux mondes qui s'étaient brièvement touchés ce jour-là et qui, sans le savoir encore, étaient destinés à s'entrelacer de façon qui transformerait les deux pour toujours. 3. Semaines s'étaient écoulées depuis que Marie avait commencé à travailler dans la demeure, et une routine délicate s'était établie. Elle se réveillait à 4h30 du matin, prenait une douche rapide sous l'eau froide de la salle de bain qu'elle partageait avec sa famille, enfilait l'uniforme bleu marine que Madeleine avait fourni et sortait pour affronter les 2 heures de voyage jusqu'à Neuilly-sur-Seine. Dans le bus, elle emportait toujours un livre, généralement un roman emprunté à la bibliothèque municipale de la Courneuve, et profitait du temps pour s'échapper mentalement de la dureté de la journée qui l'attendait. La cohabitation avec Philippe avait évolué de façon inattendue. Il maintenait sa froideur professionnelle en présence des autres, mais quand il se retrouvait seul dans la bibliothèque, de petites conversations surgissaient naturellement. Elle découvrit qu'il lisait beaucoup, pas seulement des rapports financiers et des documents juridiques, mais de la littérature classique, des biographies, des livres d'histoire. Un matin, Marie organisait quelques volumes qui étaient arrivés par commande quand elle remarqua un exemplaire du journal de Caroline Maria, une écrivaine issue des quartiers pauvres. « Vous connaissez son histoire ?» demanda-t-elle, tenant le livre avec un respect révérencieux. Philippe leva les yeux des papiers qu'il examinait. « J'en ai entendu parler. Une chiffonnière qui écrivait, n'est-ce pas? Elle vivait dans un bidonville à Paris, a élevé ses 3 enfants seuls. En ramassant du papier et de la ferraille, elle écrivait tout dans un journal, la faim, l'humiliation, la lutte de chaque jour. Quand le livre a été publié, elle est devenue connue dans le monde entier. » Marie caressa la couverture du livre. « Ma mère dit toujours que Caroline a prouvé que la pauvreté n'enlève la dignité à personne, qu'on peut avoir faim mais qu'on reste une personne. » Philippe l'observait avec une intensité qui la faisait se sentir exposée. « Vous vous identifiez à elle ?» Parfois, Marie posa le livre sur l'étagère. La sensation que le monde vous regarde comme si vous étiez invisible. Ou pire, comme si vous étiez une menace juste par le fait d'exister. Et vous vous sentez menaçante? La question la fit sourire pour la première fois en sa présence. Vous devriez poser cette question à Madame Sylvie. Philippe rit doucement, un son surprenant venant de quelqu'un qu'elle n'avait vu que sérieux jusqu'alors. Sylvie a des problèmes avec les changements. Elle préfère que les choses restent comme elles ont toujours été. Et vous? Vous préférez aussi que les choses ne changent pas? La question le prit au dépourvu. Philippe resta silencieux pendant un long moment, comme s'il considérait non seulement la réponse, mais s'il devait la donner à une employée. Il y a 8 ans, j'aurais dit que oui, dit-il finalement. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. C'était une confession intime, et tous deux semblaient en être conscients. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable, mais chargé de signification qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Sylvie, pendant ce temps, avait intensifié sa campagne silencieuse contre Marie. Les attaques étaient toujours subtiles, calculées pour ne pas laisser de preuves, mais suffisamment constantes pour maintenir Marie dans un état d'alerte permanent. Un matin, Marie découvrit que quelqu'un avait échangé le sucre fin contre du sucre cristallisé au moment de préparer le café de Philippe. Il détestait le sucre cristallisé dans son café. Madeleine dut tout refaire, et Sylvie commenta, assez fort pour que Marie l'entende. C'est impressionnant comme certaines personnes n'arrivent pas à suivre des instructions simples. En une autre occasion, une précieuse pièce de cristal de Bohême apparut avec une fissure microscopique. Sylvie insinua que cela avait dû se produire pendant le nettoyage, bien que Marie fût certaine de ne pas avoir touché à cette pièce spécifique. C'étaient de petits sabotages qui auraient pu être des coïncidences isolées, mais qui ensemble formaient un schéma clair de persécution. « Elle essaie de te faire renvoyer », dit Jeanne un après-midi, alors qu'elle préparait ensemble les canapés pour une réception que Philippe donnerait ce soir-là. « Je l'ai déjà vu faire ça avant. Elle augmente la pression jusqu'à ce que la personne parte d'elle-même, ou donne une vraie raison d'être renvoyée. »« Pourquoi me déteste-t-elle autant ?» demanda Marie, arrangeant les petites toasts au saumon sur des plateaux d'argent. Jeanne regarda autour d'elle pour s'assurer qu'elles étaient seules. « Parce que tu ne baisses pas la tête comme les autres l'ont fait, et parce que Monsieur Philippe parle avec toi. Il parle avec tout le monde. Non, ma fille,
Il est poli avec tout le monde, c'est différent. Jeanne arrêta ce qu'elle faisait et regarda directement Marie. « Tu dois faire attention, Sylvie a assez de pouvoir pour détruire ta vie si elle le veut. » La réception de ce soir-là serait pour 15 invités, tous des hommes d'affaires importants et des politiciens influents. Marie avait été désignée pour aider à servir, avec 2 serveurs embauchés spécialement pour l'occasion. Elle passa l'après-midi à aider Madeleine à vérifier chaque détail, cristaux polis jusqu'à briller comme des diamants, argenterie sans la moindre tache, serviettes en lin irlandais parfaitement pliées. À 7 heures du soir, les premiers invités commencèrent à arriver. Marie les observait discrètement en servant les cocktails. C'étaient des hommes et des femmes qu'elle ne voyait qu'à la télévision ou dans les pages des magazines à potins. Des politiciens qui décidèrent du destin de millions de personnes, des hommes d'affaires qui contrôlèrent des fortunes inimaginables, des personnalités mondaines dont les robes coûtaient plus que ce que sa famille dépensait en 2 ans. Philippe circulait parmi les invités avec le naturel de quelqu'un né dans ce monde. Il portait un smoking sur mesure qui le rendait encore plus imposant, et sa présence commandait un respect silencieux de tous autour de lui. Mais Marie avait commencé à percevoir de petits signes que d'autres ne remarquèrent pas. La tension presque imperceptible dans ses épaules, la façon dont il massait discrètement sa tempe gauche quand il était stressé, la manière dont ses yeux se perdaient parfois dans le vide quand il pensait que personne ne regardait. Sylvie était dans son élément, se déplaçant dans la fête comme si elle était la maîtresse de maison. Elle portait une longue robe bleu marine qui mettait en valeur ses yeux glacés et un collier de diamants qui valait probablement plus qu'un appartement. Elle présentait des invités les uns aux autres, facilitait les conversations d'affaires et se positionnait constamment aux côtés de Philippe comme si elle était sa compagne officielle. « Philippe, chéri », dit-elle assez fort pour que d'autres entendent. « Vous vous souvenez de ce dont nous avons parlé concernant le projet du centre commercial à Levallois? Le sénateur Dubois était justement en train de commenter les possibilités d'incitation fiscale. » Marie remarqua comment Philippe se raidit légèrement quand Sylvie l'appela « chéri », mais il garda son sang-froid et se joignit à la conversation. Il était évident que Sylvie signalait à tous les présents qu'elle et Philippe avaient une relation qui allait au-delà du professionnel, même si ce n'était pas vrai. Pendant le dîner, Marie et les serveurs se déplaçaient silencieusement autour de la table, servant les 6 plats soigneusement planifiés par Jeanne. La conversation coulait entre les affaires, la politique et les potins de la haute société. À un moment donné, l'un des invités, un homme d'affaires d'une 60aine d'années au visage peu avenant, fit un commentaire qui glaça le sang de Marie. « Philippe, vous devriez embaucher plus de gens de banlieue ici à la maison, » dit-il, levant son verre de vin. « Je suis sûr qu'ils travaillent mieux quand ils savent qu'ils peuvent être renvoyés à tout moment. » Des rires embarrassés s'élevèrent autour de la table. Marie sentit son visage brûler, mais continua à servir comme si elle n'avait rien entendu. Philippe, cependant, ne rit pas. « En fait, Robert, dit-il d'une voix contrôlée, mon expérience a été différente. Les employés qui sont traités avec respect et dignité ont tendance à être plus loyaux et efficaces. » Le commentaire créa un silence momentané. Sylvie changea rapidement de sujet, mais Marie avait saisi le message. Philippe avait pris position, même si c'était subtil, en sa défense. Plus tard, quand les invités prenaient des digestifs dans le salon, Marie était en train de recueillir les assiettes à dessert quand elle entendit Sylvie converser avec 2 autres femmes près de la fenêtre. « Je ne sais pas ce qui arrive à Philippe, » murmurait Sylvie. « Il est étrange ces derniers temps, plus distrait. Et aujourd'hui défendant une domestique devant les invités. J'espère qu'il ne développe pas une sorte de complexe du héros. Peut-être qu'il est juste fatigué, suggéra l'une des femmes. Le veuvage est difficile, surtout pour des hommes comme lui, habitués à avoir une compagne pour s'occuper des questions sociales. Exactement, acquiesça Sylvie, et Marie pouvait entendre le sourire calculateur dans sa voix. Il a besoin de quelqu'un qui comprenne son monde, quelqu'un du même niveau, avec la même éducation, les mêmes valeurs, quelqu'un qui puisse être une véritable partenaire dans tous les aspects. L'insinuation était claire. Sylvie se positionnait comme la candidate évidente pour combler le vide laissé par l'épouse de Philippe, et tout ce qui pourrait perturber ses plans, y compris une domestique qui attirait clairement son attention, serait éliminé. La fête se termina vers minuit. Après que le dernier invité fut parti,
Marie aida à recueillir verres et assiettes, à ranger, l'argenterie à tout organiser pour le lendemain. Il était presque 2 heures du matin quand elle eut enfin terminé et se prépara à partir. Marie appela Philippe quand elle passait devant la bibliothèque en direction de la sortie. Il était assis dans son fauteuil, cravate défaite, cheveux légèrement décoiffés, verre de whisky à la main. Il semblait épuisé. « Oui, monsieur. Pouvez-vous entrer un moment ?» Marie hésita. Il était très tard. Tous les autres employés étaient déjà partis et rester seul avec Philippe à cette heure pourrait être interprété de façon équivoque par quiconque le saurait. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité qu'elle entendait rarement, qui la fit entrer. « Je voulais vous remercier pour le travail d'aujourd'hui, dit-il. Je sais que c'était une longue soirée. Merci, monsieur. Cela fait partie du travail. » Philippe l'étudia un moment. « Le commentaire de Robert aujourd'hui, vous l'avez entendu ?»« Oui, monsieur. »« Et qu'en avez-vous pensé ?» Marie réfléchit, soigneusement avant de répondre. « Je pense que certaines personnes n'arrivent pas à voir au-delà de leurs propres préjugés, monsieur. » « Et pensez-vous que je suis une de ces personnes ?» La question la surprit par son honnêteté crue. Philippe la regardait avec une intensité qui lui donnait l'impression qu'il pouvait voir à travers elle. « Non, monsieur. Du moins, pas toujours. » Il rit doucement, le même son surprenant qu'elle avait entendu lors de la conversation sur Caroline. « Mariam, pas toujours. C'est honnête. » Ils restèrent silencieux un moment. L'ambiance de la bibliothèque, éclairée seulement par la lumière douce d'une lampe de bureau, créait une intimité qui n'existait pas pendant la journée. Marie était consciente de chaque détail. L'arôme subtil du parfum masculin de Philippe, le son doux de sa respiration, la façon dont la lumière soulignait les lignes de fatigue autour de ses yeux. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit Philippe soudainement. Marie acquiesça bien que son intuition lui criait qu'elle devrait sortir de là. « Avez-vous déjà regretté un choix important dans votre vie ?» La question la prit complètement au dépourvu. Ce n'était pas le genre de choses qu'un patron demandait à une employée. « Tout le monde regrette quelque chose, monsieur, » répondit-elle prudemment. « Je regrette beaucoup de choses, » dit-il, regardant le verre dans ses mains. « Surtout de ne pas avoir accordé de valeur aux bonnes personnes quand elles étaient là. » Il y avait une douleur profonde dans sa voix qui fit se serrer le cœur de Marie. Elle savait qu'il parlait de son épouse, et pour la première fois, elle entrevit l'étendue de sa souffrance. « Madame Élise. » Elle était spéciale ? Philippe leva les yeux, surpris qu'elle connaisse le nom de son épouse. « Madeleine vous a parlé d'elle ? Elle a seulement mentionné que vous étiez heureux avant l'accident. Nous l'étions. » Philippe but une gorgée de whisky. Élise était de la pure lumière. Elle riait de tout, voyait de la beauté dans des endroits où je ne voyais que des problèmes. Elle organisait des fêtes pour les employés, visitait leur famille quand quelqu'un tombait malade, connaissait le nom de tous les enfants de tous ceux qui travaillaient ici. Sa voix vacilla légèrement. Quand elle est morte, c'était comme si quelqu'un avait éteint le soleil. Marie sentit des larmes piquer ses yeux. Il y avait tant de douleur dans ses mots, tant de nostalgie non résolue. « Je suis sûre qu'elle savait combien vous l'aimiez, » dit-elle doucement. « Je ne sais pas si elle le savait. J'étais toujours occupé, toujours en voyage, toujours à prioriser les affaires au lieu d'elle. » Philippe passa sa main dans ses cheveux. « La nuit de l'accident, nous nous sommes disputés. Elle voulait que j'annule un voyage pour rester avec elle lors d'un dîner de bienfaisance. J'ai dit que c'était impossible, que les affaires ne pouvaient pas attendre. Elle est partie en conduisant avec colère et... » Il ne termina pas la phrase, mais il n'en avait pas besoin. Marie comprit qu'il portait la culpabilité de la mort de son épouse depuis 8 ans, qu'il se punissait chaque jour pour avoir priorisé le travail plutôt que l'amour. « Monsieur Philippe, » dit-elle gentiment, « les accidents arrivent. Vous ne pouviez pas savoir. J'aurais pu aller avec elle. J'aurais pu donner plus de valeur au temps que nous avions. » Il la regarda directement. « Avez-vous quelqu'un de spécial, Marie ?» La question la fit rougir. « Non, monsieur. Je n'ai pas le temps pour ces choses. Je n'ai pas le temps, répéta-t-il. Moi aussi, j'ai toujours dit ça. Et maintenant, j'ai tout le temps du monde et personne avec qui le partager. » Le moment devenait dangereusement intime. Marie savait qu'elle devait partir, mais il y avait
Quelque chose de magnétique dans la vulnérabilité de Philippe, dans la façon dont il s'ouvrait à elle d'une manière qu'il ne faisait probablement pas depuis des années. « Il est très tard, dit-elle finalement. Je devrais y aller. »« Bien sûr, dit Philippe, retrouvant sa composition. Pardonnez-moi de vous avoir retardé. » Marie était déjà à la porte quand il l'appela à nouveau. « Marie ? Oui, monsieur. Merci d'avoir écouté. Ça fait longtemps. Que je ne parle pas de ces choses avec quelqu'un. » Elle acquiesça et sortit, mais ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle prenait ses affaires dans le vestiaire des employés. Ce qui s'était passé dans la bibliothèque avait franchi une ligne invisible. Philippe s'était montré vulnérable, humain, réel, et elle avait ressenti une connexion avec lui qui allait bien au-delà de la relation patron-employé. Le taxi, que Philippe avait insisté pour appeler pour elle, la déposa chez elle à 3 heures du matin. La famille dormait, et Marie se coucha tout habillée, incapable de traiter complètement ce qui s'était passé. Dans l'obscurité de la chambre, avec Sophie dormant à ses côtés, elle pensa aux paroles de Philippe, à la douleur dans sa voix, à la façon dont il l'avait regardée, quand il avait dit qu'il n'avait personne avec qui partager sa vie. Dans la demeure, Philippe était également éveillé. Assis sur le lit qu'il ne partageait avec personne depuis 8 ans, il se demandait ce qui lui avait pris de s'ouvrir de cette façon. Marie était une employée, une jeune femme de 23 ans qui venait d'un monde complètement différent du sien. Mais il y avait quelque chose en elle, sa force silencieuse, sa dignité naturelle, la façon dont elle l'écoutait sans jugement, qui le touchait d'une façon qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il était 4 heures du matin, quand Philippe admit enfin à lui-même la vérité qu'il évitait depuis des semaines. Il s'intéressait à Marie d'une façon qui n'avait rien à voir avec la relation professionnelle qu'il devait maintenir, et c'était à la fois la chose la plus réconfortante et la plus effrayante qu'il avait ressentie depuis la mort d'Élise. De l'autre côté de la ville, Marie arrivait à la même conclusion, et tous deux savaient, sans avoir besoin de l'admettre, à haute voix, qu'ils avaient franchi une ligne dont il n'y avait peut-être plus de retour possible. Le lendemain, un vendredi, la dynamique entre eux avait subtilement changé. Philippe évitait de rester seul avec Marie, gardant leurs interactions brèves et professionnelles. Elle, de son côté, se sentait étrange en sa présence, comme s'ils partageaient un secret que ni l'un ni l'autre ne savait comment gérer. Sylvie remarqua le changement immédiatement. Ses yeux perspicaces captèrent les pauses légèrement trop longues quand Philippe et Marie se saluaient, la façon dont il détournait le regard quand elle entrait dans la pièce, la manière dont elle se mouvait avec une grâce nouvelle, comme si elle était constamment consciente d'être observée. Le vendredi après-midi, Sylvie fit son coup. « Philippe, dit-elle, entrant dans la bibliothèque sans frapper, nous devons parler de la nouvelle employée. » Philippe leva les yeux des documents qu'il examinait. « Marie, y a-t-il un problème ?»« Plusieurs choses, en fait. » Sylvie s'assit dans le fauteuil face à son bureau, croisant les jambes avec une élégance étudiée. « J'ai reçu des commentaires. » Des autres employés. Il semble qu'elle se comporte de façon inappropriée. Inappropriée comment? Trop familière. Posant des questions personnelles, essayant d'entamer des conversations qui vont au-delà de ses fonctions. Hier même, je l'ai entendu poser des questions sur Élise. Philippe se raidit. Et qu'est-ce que cela a à voir? Philippe, mon cher, dit Sylvie se penchant en avant avec une expression de préoccupation étudiée. Ne trouvez-vous pas étrange qu'une employée de maison pose des questions sur votre vie personnelle, sur votre défunte épouse? Elle voulait simplement... Elle est calculatrice, interrompit Sylvie. C'est une tactique courante, vous savez. Des femmes de classe inférieure qui obtiennent des emplois dans des maisons riches essaient parfois de profiter de la solitude des patrons. Elles feignent l'intérêt, créent une proximité artificielle, tout dans l'espoir d'améliorer leur vie. Philippe la regarda froidement. « Vous suggérez que Marie a des arrière-pensées? Je suggère que vous soyez prudent. Les hommes veufs sont des cibles faciles pour ce type de manipulation. » Sylvie fit une pause calculée. De plus, les autres employés commencent à commenter l'attention particulière que vous lui accordez. Ce n'est pas bon pour votre image. Philippe, ni pour la réputation de la famille. Philippe resta silencieux pendant un long moment, traitant les paroles de Sylvie. Une partie de lui savait qu'elle était manipulatrice, mais une autre partie se demandait s'il n'y avait pas une part de vérité dans ses préoccupations.
Marie avait vraiment désespérément besoin de ce travail. Serait-il possible qu'elle utilise sa vulnérabilité? « Que suggérez-vous » demanda-t-il finalement. « Maintenez une distance professionnelle. Ne vous laissez pas entraîner dans des conversations personnelles. Et peut-être serait-il préférable de revoir si elle correspond vraiment aux standards de cette maison. Vous voulez que je la renvoie? Je veux que vous protégiez votre réputation et votre bien-être émotionnel. Élise est morte il y a 8 ans, Philippe. Peut-être est-il temps d'envisager une relation sérieuse avec quelqu'un de votre niveau social, quelqu'un qui pourrait être une véritable partenaire. » L'insinuation était claire, et Philippe la saisit parfaitement. Sylvie s'offrait comme alternative à tout intérêt qu'il pourrait développer pour Marie. C'était un coup risqué, mais calculé avec précision. « Je vais réfléchir à ce que vous avez dit, » dit Philippe, retournant à ses documents. Sylvie sourit, interprétant la réponse comme une victoire partielle. « Parfait. Vous savez que je ne veux que le meilleur pour vous. » Après son départ, Philippe resta seul avec ses pensées confuses. Les paroles de Sylvie avaient semé des graines de doute dans son esprit. Serait-il possible que Marie manipule? Ses sentiments? Ou Sylvie était-elle manipulatrice pour l'éloigner d'elle? Pendant le week-end, Philippe oscilla entre ces deux possibilités, incapable d'arriver à une conclusion définitive. Le lundi arriva, apportant une résolution qu'il croyait être la plus sensée. Il maintiendrait une distance professionnelle avec Marie, observerait son comportement plus attentivement et prendrait une décision basée sur des faits, non sur des émotions. C'était une résolution qui durerait exactement 3 jours, quand un incident inattendu changerait tout à nouveau et forcerait Philippe comme Marie à affronter des sentiments qu'ils essayaient de nier. Le mercredi de la semaine suivante, Paris s'éveilla sous une tempête violente qui transforma les rues en rivières et la circulation en chaos absolu. Marie était sortie de chez elle à 4h30 du matin comme toujours, mais ce qui était normalement un voyage de 2 heures s'était étendu à plus de 4. Quand elle arriva finalement à la demeure, il était déjà plus de 10 heures du matin. Elle était trempée de la tête aux pieds et tremblait autant de froid que d'anxiété pour être arrivée si en retard. Philippe était dans la bibliothèque quand il entendit Madeleine parler à voix basse avec quelqu'un dans le couloir. À travers la porte entr'ouverte, il put voir Marie debout dans le hall, dégoulinant d'eau sur le marbre poli, les cheveux collés au visage, l'uniforme bleu marine, complètement trempé. Elle tremblait visiblement, non seulement de froid, mais clairement en état de choc. « Mon Dieu, ma fille !» entendait-il la voix préoccupée de Madeleine. « Vous êtes gelée, que s'est-il passé ?» Le bus est tombé en panne sur le périphérique. Réussit à dire Marie entre ses dents qui claquaient. J'ai dû descendre et marcher jusqu'à un autre arrêt. Je n'ai pas réussi à trouver d'abri contre la pluie. Désolé d'arriver si tard, Madame Madeleine. Je sais qu'il y a une réunion importante aujourd'hui et... Oubliez la réunion maintenant, interrompit Madeleine. Vous allez tomber malade si vous ne quittez pas ces vêtements mouillés. Venez, je vais vous trouver quelque chose de sec. Apportez. Philippe sortit de la bibliothèque, mu par une impulsion qu'il ne put contrôler. La vision de Marie dans cet état l'avait affecté d'une façon viscérale. Elle semblait si petite là, si vulnérable, que tous les doutes que Sylvie avait plantés dans son esprit s'évaporèrent instantanément. « Madeleine, dit-il, faisant se retourner les 2 femmes, emmenez Marie dans la chambre d'invité du 2e étage. Qu'elle prenne un bain chaud et mette des vêtements d'Élise qui sont dans le dressing, puis amenez-la à la bibliothèque. » Madeleine cligna des yeux, surprise. La chambre d'invité du 2e étage était réservée aux visites importantes, et les vêtements d'Élise étaient pratiquement intacts depuis sa mort. Mais quelque chose dans le ton de Philippe n'admettait pas de question. « Monsieur Philippe, » protesta faiblement Marie, « ce n'est pas nécessaire, je peux me changer. » « Dans le vestiaire des employés. »« Vous allez attraper une pneumonie si vous ne vous réchauffez pas vite, » dit-il, avec une fermeté qui n'admettait pas de discussion. « Madeleine, s'il vous plaît. » 1 heure plus tard, Marie descendait vers la bibliothèque vêtue d'un ensemble, simple mais élégant, qui avait appartenu à Élise. Pantalon de laine gris et chemisier blanc en coton. Les vêtements lui allaient au légèrement grand, mais la transformaient complètement. Ses cheveux, encore humides, tombaient librement sur ses épaules, et sans l'uniforme restrictif, elle semblait plus jeune, plus délicate, plus femme. Philippe leva les yeux quand elle entra,
et resta immobile pendant quelques secondes. Voir Marie porter les vêtements d'Élise aurait dû être perturbant, mais au lieu de cela, cela provoqua en lui une étrange sensation de complétude, comme si deux mondes qu'il maintenait séparés se rencontraient enfin. « Mieux ?» demanda-t-il. « Beaucoup mieux, merci. » Marie hésita à la porte. « Les vêtements, c'étaient les siens, n'est-ce pas ?» Philippe acquiesça. « Élise avait à peu près votre taille. Elle aurait été heureuse de savoir qu'ils aident quelqu'un. » C'était la première fois qu'il mentionnait Élise de façon si naturelle, sans la douleur tranchante qui accompagnait toujours ses souvenirs. Marie le remarqua et se sentit honorée par cette confiance. « Asseyez-vous, » dit Philippe, indiquant le fauteuil face à son bureau. « Je vais demander à Jeanne de faire un thé chaud. »« Monsieur Philippe, je devrais travailler. La réunion a été annulée à cause de la tempête, et vous n'êtes pas en état de travailler aujourd'hui. » Il l'étudia avec une préoccupation sincère. « Comment faites-vous cela tous les jours? Affronter ce trajet, cette ville hostile, juste pour arriver ici ?» Marie se recroquevilla dans le fauteuil, essayant encore de se réchauffer complètement. « Je le fais parce que je dois, parce que ma famille dépend de moi. Et s'il y avait une autre option, si vous pouviez étudier, avoir une profession différente ?» La question la prit par surprise. « Monsieur Philippe, les gens comme moi n'ont pas beaucoup d'options. La vie, c'est survivre un jour à la fois. »« Les gens comme vous, répéta-t-il, qu'est-ce que cela signifie ?» Marie le regarda avec un mélange de fatigue et de franchise. « Pauvre, monsieur, de banlieue, sans nom de famille important, sans parrain politique, sans argent pour l'université privée. Pour nous, les rêves sont un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. » Philippe resta silencieux pendant un long moment, absorbant la réalité crue qu'elle avait exposée. « Et quels étaient vos rêves, avant de devoir survivre ?» Jeanne arriva à ce moment avec un plateau de thé et de biscuits faits maison, interrompant la conversation. Mais après que la cuisinière fut sortie, Marie surprit Philippe en répondant à la question. « Je voulais être journaliste, dit-elle doucement, et écrire sur des gens comme ma mère, mon frère, ma sœur, raconter des histoires que personne ne veut entendre, donner une voix à ceux qui restent toujours silencieux. » Elle but une gorgée de thé chaud. « J'avais même commencé un cours, technique en communication, mais quand mon père est parti, j'ai dû abandonner pour travailler. » « Et vous écrivez encore ?» Marie le regarda surprise. « Comment savez-vous que j'écris ?»« Intuition. Les personnes qui rêvaient d'être journalistes n'arrêtent généralement pas complètement d'écrire. » Elle sourit, la première fois que Philippe la voyait sourire sincèrement. « J'ai des cahiers à la maison. J'écris sur tout, sur ce que je vois dans le bus, sur les différences entre mon monde et celui-ci, sur ce que c'est d'être invisible dans la plus grande ville du pays. Puis-je lire un jour ?» La question la fit rougir. « Ce ne sont que des griffonnages, monsieur Philippe. Rien d'important. Je suis sûr que c'est bien plus que des griffonnages. » Le silence qui suivit était chargé d'une intimité croissante. Ils se regardèrent d'une façon qui allait bien au-delà de la relation professionnelle qu'ils devaient maintenir. Philippe se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant la pluie qui tombait encore fort dehors. « Marie, dit-il sans se retourner, pensez-vous que je suis un homme bon ?» La question la laissa perplexe. « Pourquoi me demandez-vous cela ?»« Parce que parfois je me regarde dans le miroir et je vois quelqu'un qui a passé toute sa vie à s'occuper de chiffres plutôt que de personnes, qui a construit des murs au lieu de pont, qui a laissé la seule personne qu'il aimait vraiment mourir en pensant qu'elle n'était pas une priorité dans ma vie. » Marie se leva et marcha vers lui. Elle s'arrêta à quelques centimètres de son dos, assez près pour sentir l'arôme de son parfum, assez loin pour maintenir une certaine propriété. « Vous êtes un homme qui porte de la douleur, » dit-elle, doucement. « Cela ne vous rend pas mauvais, cela vous rend simplement humain. » Philippe se retourna lentement, et soudain ils se retrouvèrent face à face, si proches qu'elle pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux marrons. La tension qui s'accumulait depuis des semaines était palpable dans l'air entre eux. « Marie, » murmura-t-il sa voix rauque, « c'est dangereux. »« Je sais, » chuchota-t-elle, mais elle ne s'éloigna pas. Philippe leva la main et toucha délicatement son visage, séchant une larme qu'elle n'avait même pas remarqué avoir versée. Le contact fut électrique, envoyant des vagues de chaleur dans tout son corps. « Vous me faites peur, » admit-il. « Pourquoi ? Parce que vous me faites me sentir vivant à nouveau. Et cela faisait si longtemps que je ne faisais qu'exister.
Et puis, sans qu'aucun des deux ne prenne une décision consciente, ils s'embrassèrent. Ce fut un baiser doux au début, presque hésitant, mais qui s'intensifia rapidement à mesure que les années de solitude de Philippe et les mois de tension accumulés se rencontraient. Ses mains se perdirent dans ses cheveux encore humides. Les siennes s'agrippèrent à sa chemise, comme si c'était une ancre au milieu d'une tempête. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient haletants et conscients qu'ils avaient franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour. « Philippe, » dit Marie, utilisant son prénom pour la première fois, « que faisons-nous » ? « Je ne sais pas, » admit-il, appuyant son front contre le sien. « Je sais seulement que je ne peux plus faire semblant que vous êtes juste une employée pour moi. » Ils furent interrompus par le son de la sonnette. Madeleine frappa à la porte de la bibliothèque quelques secondes plus tard. « Monsieur Philippe, » dit-elle à travers la porte. « Madame Sylvie est arrivée. Elle dit que la réunion a été reprogrammée pour cet après-midi. » Philippe et Marie se séparèrent rapidement, le charme rompu par la réalité qui s'imposait. Sylvie était là et sa présence apportait toujours des complications. « Dites que j'arrive, » répondit Philippe, ajustant sa cravate. Marie se dirigeait déjà vers la porte quand il la retint par le bras. « Cela ne s'arrête pas ici, » dit-il. « Doucement, nous devons parler. » Elle acquiesça, encore étourdie par ce qui s'était passé, et sortit de la bibliothèque. Dans le couloir, elle faillit entrer en collision avec Sylvie, qui venait de se diriger vers la bibliothèque avec son élégance prédatrice habituelle. « Marie, » dit Sylvie, l'arrêtant avec un sourire glacial. « Quel vêtement intéressant. » « Vous portez aujourd'hui. Ils ne font pas partie de l'uniforme standard, n'est-ce pas? » « Mes vêtements ont été mouillés par la pluie, » expliqua Marie. « Madame Madeleine m'a prêté des vêtements secs. » Les yeux de Sylvie parcoururent à chaque détail des vêtements que Marie portait, et quelque chose dans son expression changea. Il y avait de la reconnaissance là, et quelque chose de plus sombre. « Quelle considération de la part de Madeleine !» dit-elle finalement. « J'espère que vous comprenez que c'est une exception. Les employés doivent de maintenir le standard de présentation approprié à leur position. » « Oui, madame. » Sylvie continua à marcher, mais Marie pouvait sentir ses yeux dans son dos. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle avait regardé les vêtements qui la laissa inquiète. Dans la bibliothèque, Sylvie trouva Philippe essayant de se recomposer derrière son bureau. Mais ses yeux expérimentés captèrent les signes immédiatement. Les cheveux légèrement décoiffés, la respiration encore pas complètement contrôlée, la tension dans ses épaules. « Philippe, » dit-elle, fermant la porte derrière elle, « nous devons parler de toute urgence. » « À quel sujet ? » ?»« À propos de ce qui vient de se passer ici. » Sylvie s'approcha du bureau avec l'assurance d'un prédateur qui avait trouvé sa proie. « J'ai vu l'employé sortir d'ici portant des vêtements que je reconnais très bien. » Philippe se raidit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » « Je parle de l'ensemble gris et blanc qu'Élise a porté au dernier Noël que nous avons passé ensemble. Je parle de la façon dont vous êtes décoiffé, de la façon dont elle était rougie. » Sylvie se pencha sur le bureau. « Philippe, vous ne pouvez pas être en train de faire ce que je pense que vous faites. » Sylvie. « Vous avez donné les vêtements de votre épouse morte à une employée de maison, Philippe. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie, de ce que cela dit sur votre état mental. » L'accusation frappa Philippe comme un coup de poing dans l'estomac. Soudain, la magie du moment vécu avec Marie se transforma en quelque chose de sordide, de discutable. « Ce n'était pas comme ça, » dit-il, mais sa voix sonna moins convaincante qu'il ne l'aurait voulu. « Alors comment était-ce » Sylvie contourna le bureau et se positionna derrière sa chaise, plaçant ses mains sur ses épaules, dans un geste qui semblait maternel, mais était profondément manipulateur. « Philippe, vous êtes vulnérable. Vous avez perdu Élise il y a 8 ans et n'avez jamais correctement fait votre deuil. Il est naturel que vous cherchiez des substituts, mais une employée de maison ? » « Marie n'est pas un substitut, » protesta. « Philippe, mais les graines du doute germèrent déjà. » « Bien sûr que si. Regardez les faits objectivement. Elle est jeune, vulnérable, désespérément besoin de l'emploi. Vous êtes riche, puissant, solitaire. C'est une dynamique dangereuse. Philippe, pour vous deux. » Sylvie massait ses épaules tout en parlant, et Philippe se sentait comme un enfant manipulé par un adulte plus expérimenté. « Pensez à votre réputation, » continua-t-elle, « à la réputation de la famille. Si cela parvient aux journaux, et ça y parvient toujours,
Vous serez dépeint comme un prédateur qui a profité d'une employée en situation de vulnérabilité. Et elle sera détruite, appelée opportuniste, intéressée, briseuse de foyer. Il n'y a pas de foyer à briser, murmura Philippe. Mais il y a un héritage, il y a une entreprise, il y a des responsabilités. Sylvie se pencha et chuchota près de son oreille. Et il y a la possibilité de reconstruire votre vie avec quelqu'un d'approprié. Quelqu'un qui peut être à vos côtés d'égal à égal. Philippe ferma les yeux, sentant le poids des paroles de Sylvie. Une partie de lui savait qu'elle était manipulatrice, mais une autre partie reconnaissait qu'il y avait des vérités incontestables dans ce qu'elle disait. La différence sociale entre lui et Marie était un abîme. Les complications seraient énormes. Et peut-être, juste peut-être, Marie profitait-elle vraiment de sa vulnérabilité. « Que suggérez-vous » demanda-t-il, se détestant pour poser la question. « Gardez vos distances, soyez professionnels et considérez sérieusement si elle doit continuer à travailler ici. » Sylvie revint devant lui et se positionna devant le bureau. « Philippe, je me soucie de vous. Je me suis toujours soucié de vous. Je ne peux pas rester silencieuse en vous voyant vous détruire pour une illusion. » Pendant les semaines qui suivirent, Philippe essaya de suivre le conseil de Sylvie. Il resta froid et, distant avec Marie, limitant leurs interactions au minimum nécessaire. Mais ce que Sylvie n'avait pas calculé, c'est que la froideur soudaine de Philippe après un moment de si grande intimité laisserait Marie dévastée et confuse. Marie ne comprenait pas ce qui s'était passé. Un jour, Philippe l'embrassait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Le lendemain, il arrivait à peine à la regarder dans les yeux. Elle commença à remettre en question ses propres perceptions, à se demander si elle avait imaginé la connexion entre eux, si elle avait mal interprété ses sentiments. La situation devint encore plus compliquée quand, 3 semaines après, le baiser dans la bibliothèque, Marie commença à ressentir des nausées matinales. Au début, elle les attribua aux nerfs et au stress de la situation avec Philippe. Mais quand ces règles ne vinrent pas, et après qu'elle se soit évanouie pendant le travail un matin particulièrement difficile, la réalité s'imposa de façon incontestable. Elle était enceinte. La découverte la laissa en état de choc absolu. Assise sur la chaise en plastique du centre de santé de la Courneuve, tenant le résultat de l'analyse de sang, Marie sentit comme si le monde s'était effondré autour d'elle. Comment expliquerait-elle cela à sa famille? Comment élèverait-elle un enfant seul, avec un salaire d'employé de maison? Et comment le dirait-elle à Philippe qui lui parlait à peine depuis des semaines? Pendant 3 jours, Marie garda le secret, essayant de trouver le courage d'affronter la situation. Mais le jeudi, pendant le petit déjeuner qu'elle servait à Philippe, une nausée soudaine la fit courir vers les toilettes les plus proches. Quand elle revint, pâle et tremblante, elle trouva Philippe qui l'attendait dans le couloir. « Marie, que se passe-t-il avec vous? Madeleine m'a dit que vous êtes sentie mal plusieurs fois cette semaine. » Elle le regarda dans les yeux, ses yeux marrons qu'il avait regardés avec tant de tendresse il y a à peine un mois, et prit une décision. « Je dois vous parler, en privé. » Philippe hésita. Sylvie était arrivée tôt ce jour-là et se trouvait dans la bibliothèque, et il savait que toute conversation privée avec Marie serait mal interprétée. Mais quelque chose dans son expression l'alarma. « Allons dans le jardin, dit-il finalement. » Ils marchèrent en silence jusqu'à un coin plus isolé du jardin, loin des fenêtres de la maison. Marie respira profondément et le regarda directement. « Je suis enceinte. » Les mots tombèrent entre eux comme une bombe. Philippe resta immobile pendant plusieurs secondes, traitant l'information. « Enceinte, » répéta-t-il, comme si le mot était en langue étrangère. « De vous, de ce qui s'est passé dans la bibliothèque. » Philippe passa sa main dans ses cheveux, son esprit courant dans 1000 directions. « Vous en êtes sûr ?» J'ai fait l'analyse. J'en suis sûr. Un autre silence s'étendit entre eux. Philippe regardait Marie comme si elle était un problème complexe qu'il fallait résoudre, pas une femme portant son enfant. « Que voulez-vous » demanda-t-il finalement. La question la frappa comme une gifle. Ce n'était pas « qu'allons-nous faire » ou « comment puis-je vous aider ?» C'était « que voulez-vous » comme si la grossesse était exclusivement son problème à elle. « Je veux que vous reconnaissiez au moins qu'il existe », dit-elle, sa voix tremblant, d'émotion contenue. « Marie, comprenez-vous la situation dans laquelle cela nous place, dans laquelle cela me place ?»« Nous place » répéta-t-elle,
incrédule. « Philippe, je porte votre enfant. Un enfant que personne ne peut savoir qu'il est le mien, dit-il, et les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse les empêcher. Marie le fixa avec un mélange de douleur et de déception qu'il n'oublierait jamais. « Je comprends, dit-elle, avec une dignité qui fit se serrer son cœur. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous embarrasser avec mon existence ou l'existence de votre enfant. » Elle se retourna pour partir, mais Philippe la retint par le bras. « Marie, attendez, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est exactement ce que vous avez voulu dire. » Elle se libéra de sa prise. « Et vous savez quoi? C'est peut-être mieux ainsi. Mon enfant n'a pas besoin d'un père qui a honte de sa propre existence. » Philippe la vit s'éloigner, sa posture droite malgré la douleur qu'elle portait, et sentit comme si une partie fondamentale de lui-même était arrachée. Mais les paroles de Sylvie résonnaient dans son esprit. Prédateur, opportuniste, scandale, destruction. De la fenêtre de la bibliothèque, Sylvie avait observé toute la conversation dans le jardin. Elle ne pouvait pas entendre les mots, mais le langage corporel rendait évident que quelque chose de dramatique se passait. Quand elle vit Marie s'éloigner avec des larmes aux yeux et Philippe rester immobile comme une statue, elle sut que sa stratégie avait fonctionné. Cet après-midi-là, Marie démissionna. Elle dit à Madeleine qu'elle avait trouvé un meilleur emploi plus près de chez elle, mensonge auquel la gouvernante ne crut clairement pas, mais qu'elle respecta. Philippe n'était pas à la maison quand elle partit, et elle ne laissa ni message ni explication. Elle disparut simplement de sa vie, emportant avec elle l'enfant qu'il ne savait pas encore s'il voulait reconnaître. 2 semaines plus tard, Philippe découvrit la vérité sur les manipulations de Sylvie grâce à une conversation qu'il entendit par hasard entre elle et une amie au téléphone. Sylvie se vantait d'avoir résolu le problème de la petite employée et de comment Philippe était finalement libre de faire des choix appropriés. Le dégoût que Philippe ressentit à ce moment fut dirigé non seulement vers Sylvie, mais principalement vers lui-même. Il avait permis que des préjugés et des peurs l'empêchent de suivre son cœur. Il avait abandonné la première femme qui avait réussi à le faire se sentir vivant depuis la mort d'Élise. Et pire encore, il avait abandonné son propre enfant. Cette nuit-là, il commença à chercher Marie. Mais découvrir où une jeune femme de banlieue était allée dans une ville de 12 millions d'habitants serait beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Et pendant qu'il cherchait, Marie reconstruisait sa vie loin de lui, déterminée à prouver qu'elle n'avait besoin de personne pour élever son enfant avec dignité et amour. Ce que Philippe ne savait pas, c'est que le véritable combat de Marie ne faisait que commencer, et que les conséquences de son rejet s'étendraient bien au-delà de ce que l'un ou l'autre d'entre eux pouvait imaginer. 18 mois s'étaient écoulés depuis que Marie avait quitté la demeure des Durand, et sa vie avait pris des directions qu'elle n'aurait jamais imaginées possibles. L'appartement de 2 pièces qu'elle avait réussi à louer à Montreuil, toujours en banlieue est, était modeste mais accueillant. Différent de la maison exiguë où elle avait grandi, il y avait ici de l'espace pour respirer, pour rêver, pour créer. Gabriel, son fils, était né par un matin pluvieux de septembre, après 12 heures de travail à l'hôpital municipal de la région. C'était un bébé en bonne santé, aux yeux marrons expressifs qui rappelaient douloureusement ceux de son père, et avec un cri fort qui annonçait au monde sa détermination d'exister. Marie avait pleuré en le tenant pour la première fois, pas seulement d'émotion, mais d'un profond soulagement. Elle avait réussi. Seule, sans aide, elle avait mis une vie au monde et était déterminée à la protéger de toutes ses forces. Les premiers mois furent d'une dureté presque insupportable. Marie travaillait comme femme de ménage dans 3 bureaux différents pendant la nuit, tandis que Madame Claire s'occupait de Gabriel. Pendant la journée, quand le bébé dormait, elle écrivait. Cela avait commencé comme une façon d'évacuer la douleur et la colère qu'elle portait. Mais peu à peu, ces mots prirent forme, but, force. Ces textes parlaient de maternité solo en banlieue, de l'invisibilité des femmes pauvres, des contrastes brutaux de Paris. Elle écrivait sur ce que c'était de prendre 3 bus avec un bébé dans les bras pour arriver au travail, d'affronter des regards accusateurs dans les cabinets médicaux privés quand elle obtenait une consultation meilleure pour Gabriel, d'élever un enfant en expliquant pourquoi papa n'était pas présent sans détruire son estime de soi. Le premier texte qu'elle publia anonymement sur un blog de mère de banlieue
devint viral en 2 semaines. Lettre au père qui a choisi la lâcheté toucha des milliers de femmes qui vivaient des situations similaires. Les commentaires étaient des témoignages émouvants de mères qui se reconnaissaient dans ces mots, qui se sentaient moins seules en sachant que quelqu'un comprenait leur lutte. « Vous avez un vrai talent », dit Christine, la coordinatrice du Titutitmo blog lors d'une réunion qu'elles organisèrent dans un café à Bagnolet. « Vos textes ont une force, une honnêteté qui est rare. Avez-vous pensé à transformer cela en quelque chose de plus grand ?» Marie y avait pensé, mais cela semblait un rêve impossible. « Je suis une mère célibataire de banlieue, Christine. Qui voudra entendre ce que j'ai à dire ?»« Tous ceux qui ont un cœur, » répondit Christine. « Écoutez, j'ai une amie journaliste au Monde. Je pense qu'elle devrait lire vos textes. » C'est ainsi que Marie commença à écrire une chronique bimensuelle dans le journal, signant simplement « Monsieur Durand ». Ses articles gagnèrent des suiveurs fidèles, et lentement sa voix commença à résonner au-delà de la banlieue. Elle parlait de gentrification, de racisme structurel, de la maternité comme acte politique, toujours avec la perspective de quelqu'un qui avait vécu dans sa propre chair chaque injustice qu'elle dénonçait. Gabrielle grandit entourée de livres, de papiers griffonnés et de conversations sur la justice sociale. À 18 mois, c'était un enfant intelligent et affectueux, avec un sourire qui illuminait n'importe quel environnement. Marie l'emmenait partout. Réunions du collectif, de mères, événements culturels gratuits, manifestations où elle pouvait. Elle voulait qu'il grandisse en sachant que la voix de la banlieue importait, qu'il n'avait pas à avoir honte de ses origines. « Maman », dit-il un matin, pointant la photo de Philippe que Marie gardait dans un tiroir, mais qu'il avait trouvé « en jouant, ma papa ». Marie prit la photo, assit Gabrielle sur ses genoux et choisit ses mots avec soin. « Oui, mon amour, ton papa est un homme important, mais il ne peut pas être avec nous maintenant. » Pourquoi ? Parce que parfois les adultes font des choix qui blessent, mais cela ne signifie pas que tu n'es pas aimé. Je t'aime pour moi et pour lui aussi. Gabrielle acquiesça avec le sérieux que certains enfants ont, embrassa le cou de sa mère et retourna jouer. Mais Marie rangea la photo avec le cœur serré, se demandant si Philippe serait un jour le fils incroyable qu'il avait. De l'autre côté de la ville, Philippe vivait son propre purgatoire. Il avait renvoyé Sylvie, 3 mois après le départ de Marie, quand il avait découvert l'étendue de ses manipulations. La découverte avait été dévastatrice. Pas seulement la trahison de quelqu'un en qui il avait confiance, mais la perception de combien il avait été aveuglé par des préjugés qu'il ne savait même pas qu'il portait. Passé les 18, derniers mois à chercher Marie avait été une quête presque obsessionnelle. Il avait engagé des détectives privés, enquêté dans les hôpitaux publics de l'Est parisien, parcouru le quartier où elle habitait en demandant toute information. Mais Marie avait complètement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. La solitude que Philippe ressentait maintenant était différente de celle qu'il avait éprouvée après la mort d'Élise. Celle-là avait été douleur de perte. Celle-ci était douleur de regret, d'occasion gaspillée, de lâcheté assumée. Il avait rejeté la seule femme qui avait réussi à le faire se sentir vivant à nouveau, et pire encore, il avait rejeté son propre enfant. Les nuits étaient les pires. Philippe se surprenait à imaginer à quoi ressemblerait Gabrielle, s'il aurait ses yeux ou ceux de Marie, s'il marchait déjà, parlait, s'il souriait comme sa mère. Il calculait mentalement l'âge que l'enfant aurait chaque mois qui passait, achetait des cadeaux qu'il ne savait pas s'il pourrait un jour offrir. Sa vie sociale avait complètement changé. Il ne fréquentait plus les événements de la haute société, refusait les invitations à dîner et aux fêtes. Les associés commentaient son étrange réclusion. Certains spéculaient sur des problèmes de santé mentale. Philippe s'en moquait. Rien de ce monde n'avait plus de sens pour lui. Ce fut un mardi pluvieux, feuilletant distraitement Le Monde pendant son petit déjeuner, que Philippe tomba sur une chronique qui lui fit renverser sa tasse sur le sol. Le titre était « L'amour interdit des employés de maison », et le texte parlait des dynamiques de pouvoir entre patrons et employés, de la façon dont les femmes vulnérables étaient séduites, puis abandonnées par des hommes puissants. Ce n'était pas spécifiquement sur eux, mais chaque mot semblait écrit pour lui. L'auteur, M. Durand, décrivait avec une précision chirurgicale les sentiments d'une femme qui était tombée amoureuse de quelqu'un d'une classe sociale différente, qui avait cru à la possibilité d'un amour qui transcenderait les barrières,
seulement pour découvrir que l'homme avait honte d'elle quand la réalité s'imposait. Philippe lut le texte 3 fois, le cœur battant. C'était Marie. Il en était absolument certain. Le style, la perspective, la douleur honnête entre les lignes. Elle écrivait, elle utilisait l'expérience douloureuse qu'ils avaient vécue pour donner une voix à d'autres femmes dans des situations similaires. Pour la première fois en des mois, Philippe ressentit quelque chose au-delà du regret. Il ressentit de la fierté. Marie avait transformé la douleur en but, l'abandon en militantisme, le silence en voix. C'était exactement ce qu'elle avait dit vouloir faire quand elle avait parlé de son rêve d'être journaliste. Philippe passa les jours suivants à enquêter discrètement sur qui était M. Durand. Il découvrit qu'elle écrivait 2 fois par mois, que ses textes étaient largement partagés sur les réseaux sociaux, qu'elle était devenue une voix respectée dans la discussion sur l'inégalité sociale. Il lut chaque texte qu'elle avait publié, reconnaissant des fragments de leur conversation dans la bibliothèque, des échos de leurs réflexions sur Caroline Maria, des vestiges de la femme extraordinaire dont il était tombé amoureux. Ceci fut à travers un réseau de contacts que Philippe réussit finalement à découvrir l'adresse de Marie. Un journaliste de sa connaissance, qui connaissait l'éditrice, qui connaissait Christine, qui savait où M. Durand habitait. Philippe garda l'information pendant 2 semaines avant de prendre le courage d'agir. Un samedi matin, il conduisit jusqu'à Montreuil. Le quartier était très différent de la Courneuve où Marie habitait avant, plus organisé, avec plus d'options de commerce et de transport. Philippe se gara devant le simple immeuble de 4 étages et resta dans la voiture pendant une demi-heure, essayant de répéter ce qu'il dirait. Quand il sonna enfin à l'appartement 3B, ses mains tremblaient. « Oui » vint la voix de Marie par l'interphone. « Marie, c'est moi, Philippe. » Le silence qui suivit dura une éternité. Philippe commençait à penser qu'elle ne le recevrait pas quand il entendit le bruit de la serrure être déverrouillée. Elle l'attendait à la porte de l'appartement, et Philippe en eut le souffle coupé en la voyant. Marie était plus mince, plus sérieuse, mais aussi plus belle. Il y avait une nouvelle assurance dans sa posture, une force qui n'était pas présente quand elle travaillait dans la demeure. Elle portait un jean et un chemisier simple, cheveux attachés en queue de cheval sans maquillage. C'était la femme la plus belle qu'il ait jamais vue. « Philippe, dit-elle, sans démonstration d'émotion, que voulez-vous ? » « Je veux connaître mon fils, dit-il directement, sans détour. Marie l'étudia pendant un long moment. « Votre fils ? Intéressant. Il y a 18 mois, vous avez clairement indiqué que vous ne vouliez pas que quiconque connaisse son existence. » La froideur dans sa voix l'atteignit comme un coup de poing, mais Philippe savait qu'il méritait chaque mot. « J'avais peur, admit-il, peur du scandale, du jugement, de perdre tout ce que j'avais construit. Mais j'ai perdu la seule chose qui comptait vraiment. Et qu'est-ce qui a changé maintenant? J'ai lu vos chroniques, toutes. J'ai vu ce que vous avez construit, la voie que vous avez trouvée. Et j'ai compris que j'ai gaspillé la chance d'être aux côtés de la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. » Marie ne répondit pas immédiatement. Philippe pouvait entendre des sons venant de l'appartement, une télévision basse, le bruit de jouets traînés sur le sol. « Il est là ?» demanda Philippe. « Il dort, et vous n'allez pas le réveiller. » « Marie, s'il vous plaît, je sais que je ne le mérite pas, mais vous avez raison, vous ne le méritez pas. » Elle s'appuya contre le chambranle de la porte. « Savez-vous ce que c'est d'élever un enfant seul en banlieue, Philippe? C'est se lever à l'aube pour travailler et laisser votre bébé avec votre mère malade parce que vous n'avez pas d'argent, pour une nounou. C'est supporter des regards accusateurs quand vous l'emmenez chez le médecin privé et que la réceptionniste demande qui va payer. C'est expliquer à un enfant d'1 an et demi pourquoi papa n'est pas venu à son anniversaire, sans détruire l'image qu'il a de vous. » Chaque mot était un coup de poignard, mais Philippe savait qu'il devait écouter. « C'est découvrir que vous êtes plus forte que vous ne l'imaginiez, » continua Marie, « que vous n'avez besoin de personne pour élever un enfant incroyable, que votre voix compte et peut changer les choses. Vous m'avez rendu service, Philippe. Vous m'avez obligé à découvrir qui je suis vraiment. Et qui êtes-vous? Une femme qui n'accepte plus les miettes, qui ne se contente pas d'hommes qui ont honte d'elle, qui a élevé un fils pour qu'il soit fier de ses origines, pas pour essayer d'y échapper. » Philippe absorba les mots, sentant le poids de chacun. Et il n'y a pas de place pour le regret. Pour le changement? Le regret est facile, Philippe. Le changement est difficile.
Il exige sacrifice, courage, renoncement aux privilèges. » Marie le regarda directement. « Êtes-vous prêt pour cela ?»« Je suis prêt à tout. »« Alors prouvez-le. » Marie entra dans l'appartement et ferma la porte, laissant Philippe dans le couloir. Il resta là quelques minutes, traitant la conversation, avant de retourner à la voiture. Il y avait beaucoup de travail à faire s'il voulait gagner le droit d'être dans la vie de son fils et de la femme qu'il aimait. Dans les mois qui suivirent, Philippe commença à prouver ses paroles par des actions. Il vendit la demeure de Neuilly-sur-Seine et déménagea dans un appartement à Montmartre, dans un quartier plus divers et moins élitiste. Il commença à fréquenter des événements culturels de banlieue, des conférences sur l'inégalité sociale, des débats sur la justice raciale. Non pas comme un spectateur condescendant, mais comme quelqu'un sincèrement intéressé à apprendre et à changer. Il utilisa son influence d'homme d'affaires pour créer un programme de bourse, d'études pour les jeunes de banlieue, souhaitant intégrer des universités privées. Il finança une crèche à Montreuil. Il commença à embaucher des personnes des quartiers périphériques pour des postes de direction dans son entreprise, affrontant la résistance d'associés traditionnels. Marie suivait tout par les journaux et les réseaux sociaux. Elle voyait Philippe être critiqué par d'anciens alliés, être appelé traître à sa classe dans des colonnes sociales, perdre des invitations à des événements de l'élite. Et lentement, très lentement, elle commença à croire que le changement était réel. Ce fut lors d'un salon littéraire à la Maison de la Poésie, dans le centre de Paris, qu'ils se retrouvèrent. Marie participait à une table ronde sur « Les voix de la périphérie dans la littérature contemporaine » quand elle vit Philippe dans le public. Il était venu spécifiquement pour l'entendre parler, pour la voir dans l'environnement où elle brillait. Après la table ronde, il s'approcha avec prudence. « Vous étiez incroyable », dit-il simplement. « Merci. » Marie rangeait les exemplaires d'un livre qu'elle avait publié compilant ses meilleures chroniques. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. J'essaie d'apprendre. Comme vous avez dit, le changement exige des efforts. » Ils marchèrent ensemble jusqu'au café de l'espace culturel. Philippe portait un sac à dos simple et portait un jean et une chemise basique, très différents des costumes sur mesure d'avant. « Comment va Gabriel ?» demanda-t-il. Marie sourit pour la première fois en sa présence depuis leur retrouvaille. « Incroyable, intelligent, affectueux, têtu, il a vos yeux. »« Puis-je le voir un jour ?»« Peut-être, » dit Marie. « Mais il ne peut pas. Être une expérience pour vous, Philippe. Si vous entrez dans sa vie, vous devez rester. Il ne mérite pas d'avoir le cœur brisé par un père qui n'est pas sûr de ce qu'il veut. »« J'en suis sûr, » dit Philippe avec conviction. « Je suis sûr que je veux être dans sa vie, et dans la vôtre. »« Dans la mienne ?» demanda Marie, haussant un sourcil. « Si vous me le permettez, si vous pouvez me pardonner ma lâcheté, si vous croyez que j'ai vraiment changé. » Marie l'étudia pendant un long moment. « Prouvez-le, » dit-elle finalement. « Prouvez que vous avez vraiment changé. Prouvez que vous êtes capable d'affronter n'importe quoi pour nous. » L'opportunité pour Philippe de prouver ses paroles vint plus tôt que quiconque ne l'espérait. Sylvie, qui avait passé les derniers mois à planifier sa vengeance, organisa un piège élaboré. Utilisant ses contacts dans la presse, elle avait découvert l'identité réelle de M. Durand. Plus encore, elle avait découvert l'existence de Gabriel et la relation passée entre Marie et Philippe. Elle planifia de tout révéler pendant le gala de bienfaisance annuel de l'hôpital Necker, événement qui réunissait la crème de la société parisienne et était largement couvert par les médias. Philippe avait été invité à l'événement, mais prévoyait de décliner comme il le faisait avec tous les engagements sociaux de l'élite. Ce fut Marie qui le convainquit d'y aller. « Elle va essayer de nous détruire publiquement, » dit Marie, après qu'ils eurent découvert les plans de Sylvie grâce à une source commune. « C'est notre chance de l'affronter une fois pour toutes. »« Marie, cela peut ruiner votre carrière, votre réputation. Ma carrière a été construite sur la vérité. Je n'ai pas peur de la vérité. » Elle le regarda fermement. « La question est, en avez-vous peur ?» Le gala eut lieu au Plaza Athénée à Paris, par une nuit de décembre qui semblait particulièrement chaude et étouffante. Philippe arriva seul, en smoking, mais ne se mêla pas aux groupes habituels de l'élite. Il resta près de l'entrée, attendant. Marie arriva 1 heure plus tard et son entrée provoqua des murmures dans toute la salle. Elle portait une robe longue, simple mais élégante,
qu'elle avait acheté dans un grand magasin. Cheveux libres, en vague naturelle, maquillage léger. Elle ne portait pas de bijoux coûteux ni d'accessoires de marque, mais sa présence était magnétique. Elle marchait avec l'assurance de quelqu'un qui savait exactement qui elle était et de quoi elle était capable. Philippe alla à sa rencontre, offrit son bras, et ensemble, ils marchèrent vers le centre de la salle. Les conversations s'arrêtèrent. Toutes les attentions se tournèrent vers eux. Philippe Durand, l'un des hommes d'affaires les plus influents du pays, accompagné d'une femme qui n'appartenait clairement pas à ce monde. Sylvie les observait de loin, souriant comme un prédateur, sur le point d'attaquer. Elle avait tout organisé. Des journalistes stratégiquement positionnés, des photographes prêts à capturer le moment d'humiliation, des microphones testés pour garantir que ses paroles seraient entendues par tous. Pendant le dîner, les Santissos, conversations autour de la table de Philippe et Marie, étaient chargées de curiosités malveillantes et de préjugés mal dissimulés. Les gens voulaient en savoir qui était cette femme, d'où elle venait, pourquoi Philippe avait décidé d'apparaître publiquement avec elle. « Marie est écrivaine », dit Philippe quand on le questionna directement. « L'une des voix les plus importantes de la littérature contemporaine française. Comme c'est intéressant, dit une mondaine avec un sourire faux. Et vous écrivez sur quoi, ma chère ? Sur la vérité, répondit Marie simplement, sur les choses qu'on préfère faire semblant de ne pas voir. Ce fut après le dessert que Sylvie fit son coup. Elle monta sur la scène où devait se tenir la vente aux enchères de bienfaisance, prit le microphone et sourit à l'assistance. « Bonsoir à tous, dit-elle d'une voix mielleuse. Avant de commencer notre vente aux enchères de bienfaisance, j'aimerais partager une histoire inspirante de transformation et de rédemption. » Philippe se raidit, sachant que l'attaque avait commencé. Marie resta calme, mais ses mains se fermèrent discrètement sur la table. « Il y a quelques années, continua Sylvie, une jeune femme de banlieue a obtenu un emploi comme employée, de maison dans l'une des demeures les plus traditionnelles de Paris. C'était une jeune fille jolie, intelligente, très ambitieuse. Les murmures commencèrent à se répandre dans la salle. Les gens captaient le ton malveillant de Sylvie et se préparaient au scandale. Cette jeune femme a su très bien profiter de sa position. Elle a séduit le patron veuf et vulnérable, est tombée enceinte délibérément, et quand elle a été rejetée a disparu avec l'enfant. Maintenant, elle réapparaît comme écrivaine célèbre, utilisant une histoire inventée d'abandon pour gagner en notoriété. La salle explosa en pissant de chuchotements choqués. Des caméras se tournèrent vers Philippe et Marie. Des journalistes coururent pour mieux se positionner. Le plus triste, continua Sylvie, c'est de voir un homme respectable comme Philippe Durand être manipulé à nouveau par la même femme. Marie Durand, ou Monsieur Durand, comme elle se cache dans la presse, est une menteuse qui utilise la maternité et la victimisation pour... Assez. La voix de Philippe résonna dans la salle avec une force qui fit taire tout le monde. Il se leva, marcha jusqu'à la scène d'un pas ferme et prit simplement le microphone des mains de Sylvie. « Maintenant, c'est moi qui parle, dit-il, regardant directement les caméras. Je m'appelle Philippe Durand, et Marie Durand est la femme que j'aime. Gabriel Durand est mon fils qui est né après que moi, par lâcheté et préjugés, j'ai rejeté la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. » Le silence dans la salle était absolu. Philippe respira profondément et continua. « Marie ne m'a jamais séduit. Je suis tombé amoureux d'elle parce qu'elle est intelligente, courageuse, digne, honnête. Tout ce que cette société hypocrite n'arrive pas à être. Elle n'a inventé aucune histoire. Je l'ai abandonnée enceinte parce que j'étais plus préoccupé par ma réputation que par faire ce qui était juste. » Sylvie essaya de reprendre le microphone, mais Philippe s'éloigna d'elle. Marie a transformé la douleur en art, l'abandon en lutte, le silence en voix. Pendant que vous êtes ici à dépenser des fortunes en charité pour nettoyer vos consciences, elle crée de vrais changements. Ces textes inspirent, éduquent, transforment des vies. Philippe regarda directement Marie, qui était debout à côté de la table, des larmes aux yeux. Marie Durand est la femme la plus courageuse que je connaisse. C'est une mère incroyable, une écrivaine brillante, une militante infatigable, et j'espère être digne d'être à ses côtés et à ceux de notre fils. Il rendit le microphone à un organisateur de l'événement et descendit de scène. Tlap. Salle restait silencieuse, tandis qu'il marchait vers Marie. « Vous êtes sûr ?» chuchota-t-elle quand il arriva près d'elle. « Après cela, il n'y a plus de retour en arrière. Vous avez choisi un camp. »
« J'ai choisi le bon camp, répondit Philippe, lui offrant la main. « Je vous ai choisi, vous. » Ils sortirent de la salle, main dans la main, sous le regard stupéfait de 500 personnes de la haute société parisienne. Dehors, Philippe s'arrêta et se tourna vers Marie. « Maintenant, que faisons-nous ?»« Maintenant, dit Marie, souriant pour la première fois de la soirée, vous rencontrez votre fils, pour de vrai. » 6 mois plus tard, Philippe et Marie se marièrent lors d'une cérémonie simple au centre culturel de la Courneuve. La fête eut lieu dans la salle communautaire du quartier, décorée avec des fleurs simples et beaucoup d'amour. Les invités étaient la famille de Marie, les employés de l'entreprise de Philippe qui étaient devenus de vrais amis, des écrivains de banlieue, des militants des droits humains, des journalistes qui respectaient le travail de Marie. Gabriel, maintenant, âgé de 2 ans et demi, fut celui qui porta les alliances. Il marchait main dans la main avec son père, qu'il avait appris à appeler papa seulement 3 mois auparavant, après un processus soigneux de rapprochement. Philippe s'était révélé être un père dévoué et aimant, prêt à tout apprendre sur les soins d'un enfant, à se lever au milieu de la nuit quand Gabriel faisait des cauchemars, à jouer aux petites voitures sur le sol du salon. Madame Claire, qui avait accueilli Philippe avec une méfiance initiale, l'avait adopté comme fils après l'avoir vu prendre soin de Gabriel pendant une forte grippe. « Cet homme a bon cœur », dit-elle à Marie. « Il a mis du temps à trouver son chemin, mais il y est arrivé. » L'entreprise de Philippe subit des transformations radicales. Le programme d'inclusion sociale devint un modèle pour d'autres entreprises. La crèche à Montreuil s'était agrandie et accueillait maintenant 300 enfants. Philippe avait créé un fonds d'investissement pour les entreprises de banlieue, aidant les entrepreneurs locaux à se développer. Marie avait publié son 2e livre, cette fois en assumant son nom complet. Lettres d'une mère de banlieue était devenu un best-seller et avait été traduit en 4 langues. Elle avait gagné des prix littéraires, donné des conférences dans des universités, était devenue une référence dans la discussion sur l'inégalité sociale en France. Sylvie, quant à elle, avait perdu tous ses clients après le scandale du gala. Elle avait tenté de poursuivre Philippe pour diffamation, mais les preuves de ses manipulations étaient accablantes. Elle avait fini par déménager en province, où elle essayait de reconstruire une carrière loin des projecteurs. La nuit de noces, Philippe et Marie étaient sur le balcon de l'appartement qu'ils avaient acheté ensemble à Montmartre. C'était un endroit simple mais confortable, avec vue sur la ville qui les avait vus naître, grandir, se séparer et se retrouver. Gabriel dormait dans sa chambre, après une fête qu'il avait épuisée à force de jouer. « Regrettez-vous quelque chose ?» demanda Philippe en lassant Marie par derrière. « D'avoir mis tant de temps à découvrir que je mérite d'être aimé vraiment, » répondit-elle, s'appuyant contre sa poitrine. « Et vous ? D'avoir mis tant de temps à comprendre que l'amour véritable n'a pas honte de lui-même. Qu'une famille n'est pas une question de statut ou d'apparence, mais de choisir les bonnes personnes et de lutter pour elles tous les jours. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, observant les lumières de la ville s'étendant jusqu'à l'horizon. Paris restait une métropole brutale, inégale, pleine de contrastes, mais pour eux, elle était devenue un foyer. Un endroit où 2 mondes qui semblaient incompatibles avaient trouvé une façon de coexister, de se compléter, de créer quelque chose de nouveau et de beau. « Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer maintenant ?» demanda Marie. « Maintenant, nous allons vivre, dit Philippe, embrassant le sommet de sa tête. Nous allons élever notre fils, écrire nos histoires, changer ce que nous pouvons changer. Nous allons nous réveiller tous les jours en nous choisissant l'un l'autre, même quand ce sera difficile. »« Surtout quand ce sera difficile, » acquiesça Marie. Et là, sur le balcon de cet appartement simple, avec le bruit de la ville comme bande sonore et l'avenir s'étendant incertain mais prometteur devant eux, ils scellèrent d'un baiser la promesse que certains amours sont assez forts pour abattre des murs, transformer des personnes et prouver que la véritable révolution commence toujours dans le cœur. L'histoire de Marie et Philippe était devenue plus qu'une romance. C'était la preuve que la dignité n'a pas d'adresse, que l'amour véritable ne connaît pas de frontières sociales et que parfois il faut tout perdre ce qu'on croyait, important pour découvrir ce qui compte vraiment dans la vie. Gabriel grandirait en sachant qu'il était le fils d'une femme qui avait transformé la douleur en force et d'un homme qui avait eu le courage de changer. Il grandirait fier de ses origines, conscient de ses privilèges,
mais toujours sachant que sa responsabilité était d'utiliser les deux pour construire un monde plus juste. Et quand il serait plus âgé, quand il demanderait l'histoire de ses parents, qu'il entendrait un récit sur la façon dont l'amour véritable n'est pas celui qui se cache, mais celui qui se montre au monde avec fierté, affrontant les préjugés et transformant des vies par le simple acte d'exister avec authenticité. C'était une histoire qui méritait d'être racontée à nouveau, et vécue par tous ceux qui croient que l'amour peut être, oui, une force révolutionnaire capable de changer non seulement deux vies, mais le monde autour.